Merci d'être présent ici et on va écouter les réflexions et les pensées de Yves Michaud autour de l'art contemporain, parce que visiblement il se pose des questions, savoir où on en est. Yves Michaud. Voilà, bien, merci, je suis très heureux d'être ici, puisque c'est le jour de la présentation de sa monographie. Je suis très honoré parce que j'ai participé à cette monographie quand j'ai écrit le texte sur Charles Bell. Je savais qu'il figurerait quelque part, mais pas sous un livre de cette envergure ni de cette qualité. Et j'avoue que quand j'ai reçu le livre, avant-hier, j'ai été absolument subjugué. Je crois que je m'y connais assez bien dans le genre monographie d'artistes, j'ai moi-même contribué à certaines, mais là j'ai vu quelque chose qui est une réussite vraiment exceptionnelle, parce qu'on y sent, je dirais, tout le soin, tout l'engagement de l'artiste, toute sa vocation en quelque sorte, et on y voit toutes ses sources, et je trouve que c'est un livre qui est absolument magnifique. Et je trouve que pour le prix qu'il en est demandé, c'est vraiment un cadeau, parce que soit les monographies faites ordinairement coûtent dans les 40-50 €, soit on tombe dans le livre d'artiste vendu à tout petit tirage dans les galeries, et là vous avez un livre d'artiste qui est absolument magnifique. La performance d'avoir peint le recto et le verso de la couverture m'a semblé hallucinante. À l'époque, il a dû faire 4000 morceaux ou fragments de peinture. Mais enfin, je suis habitué avec lui au gigantisme, puisque ces peintures elles-mêmes, même quand elles sont petites, sont très grandes. Et quand elles sont grandes, elles sont vraiment grandes. Il faut avoir visité son atelier pour voir ce que sont ces triptyques et l'immensité de ces triptyques. Alors maintenant, je ne vais pas parler spécifiquement de Charles Bell, j'y reviendrai probablement à la fin, mais je vais vous parler de la situation de l'art contemporain. Disons que j'ai connu un monde de l'art contemporain qui était encore relativement français, qui était en tout cas européen et occidental, et que petit à petit c'est un monde de l'art contemporain qui s'est mondialisé. Pour nous, Français, une date marquante, ça a été 1989, avec l'exposition du commémoration du bicentenaire de la Révolution française, qui était le Magicien de la Terre au Centre Pompidou, où les artistes de tous les continents ont été exposés en étant sur le même plan. Mais disons que cette globalisation, elle s'est aujourd'hui considérablement accélérée, et disons qu'elle est la règle. Je vais y revenir. J'ai connu aussi un monde de l'art contemporain qui était axé essentiellement sur les galeries, et les galeries faisant fonction très souvent non seulement de conseils, mais d'initiateurs à l'art contemporain pour les collectionneurs, aspirants collectionneurs, donc les gens qui avaient besoin d'être initiés et introduits. Bon, on est passé maintenant à un monde contemporain qui est plutôt axé sur les foires, plutôt que sur les galeries. C'est un second changement. Ensuite, on est passé d'un monde de l'art contemporain où les références à l'histoire de l'art étaient encore très importantes, c'est-à-dire qu'on essaie de se situer par rapport au passé et par rapport à une histoire qui était souvent une histoire reconstruite et une histoire un peu fictive, mais disons par rapport à une histoire. Bon, aujourd'hui, avec la mondialisation de l'art contemporain, c'est de plus en plus difficile de se situer par rapport à une histoire. C'est-à-dire, un artiste chinois contemporain, par rapport à quelle histoire va-t-il se référer? Va-t-il se référer au pop art américain, comme beaucoup l'ont fait après, je dirais, la disparition de Mao Tse-tung? Va-t-il se référer à la tradition de l'affichisme chinois? Va-t-il se référer à ce qui s'est déjà fait en Chine dans les 20 dernières années? Vous voyez que les choses sont beaucoup plus ambiguës qu'elles l'étaient lorsque un artiste français des années 70 ne jurait que par la peinture américaine et la peinture expressionniste abstraite américaine. Donc voilà trois choses. Alors j'ai suivi ces changements avec intérêt et curiosité, parce que j'ai mes propres goûts en art contemporain et en art tout court, mais quand je fonctionne comme
dirais plutôt historien de la culture, j'essaye d'être surtout objectif et de décrire le mieux possible. Et donc, souvent, dans un certain nombre de mes livres, qui par ailleurs, quand il s'agit de politique, sont assez engagés, souvent dans mes livres sur la culture contemporaine, les gens me disent « mais vous choisissez pas ». Non, parce que je cherche d'abord à décrire correctement. Alors, dans ces descriptions, il y a eu trois ou quatre étapes importantes. Alors malheureusement, les livres que j'ai publiés à ce moment-là sont pour le moment sont des livres de poche, mais qui pour le moment sont en réimpression. En 1989, j'ai écrit un premier livre qui a été très très mal reçu, et qui maintenant est en collection de poche et pluriel, qui s'appelle L'artiste et les commissaires. C'était en 1989, c'était il y a fort longtemps. Et le sous-titre, c'était 4 essais sur l'art, non pas sur l'art, mais sur ceux qui s'en occupent. Et sur les commissaires d'exposition et le monde des musées, le monde des médiateurs, etc. Le livre, à l'époque, a été très très mal reçu. Il est paru, heureusement, juste au moment où j'étais nommé à l'École des Beaux-Arts, parce que si les gens probablement l'avaient lu, j'aurais pas été nommé. Mais j'étais pas candidat non plus, donc ça ne m'aurait pas gêné. Mais le livre a été considéré comme quelqu'un qui crachait dans la soupe, en quelque sorte. Ce que je disais, aujourd'hui, l'art, les artistes n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qui a d'importance, c'est les gens qui gèrent l'art, qui s'en occupent, sur les commissaires d'exposition. De moins en moins les critiques, ce soit les médiateurs, ce soit les gens de musées, les gens des centres d'art qui gèrent la scène de l'art. Puis petit à petit, le livre est devenu une sorte de classique. Et quand il a été réédité en 2007, c'est-à-dire pour moi c'était presque 30 ans après, hein, figurez-vous, je l'ai relu à ce moment-là en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette idée de rééditer un livre d'il y a 30 ans? Et je me suis aperçu en le relisant, j'ai rajouté un chapitre seulement, que non seulement le livre n'était pas faux, mais que ça avait empiré, et que c'était même de mal en pis aujourd'hui. Moi ce qui me frappe par exemple très souvent, pour vous parler de revenir au sujet des galeries, c'est que vous avez plein de galeries aujourd'hui en France et ailleurs, à Paris et ailleurs, où vous recevez un carton d'invitation pour une exposition et le galeriste met le commissaire, curateur, c'est le nom qu'on donne aujourd'hui, curateur, monsieur ou madame Intel. Ça veut dire que avant, c'était impensable, et c'est toujours impensable pour certains galeristes, de faire une exposition avec un commissaire invité. C'est leur propre goût qu'ils affichaient. Si vous prenez une galerie dont un des derniers survivants que j'estime beaucoup, je ne vois pas Claude Bernard, par exemple, qui a ses choix lui. Claude Bernard a invité un curateur. Une exposition de Claude Bernard, c'est Claude Bernard, c'est lui qui fait ses choix. Bon, j'ai bien connu un homme admirable qui est décédé vers 2005-2006, c'était Jean Fournier. Jean Fournier, il avait des critiques. J'ai été un des critiques de la galerie pendant une bonne dizaine d'années, mais jamais il m'aurait donné le titre de curateur. C'était lui qui choisissait ses expositions, ses artistes, et c'était ses goûts, et c'était sa ligne dans l'art. Bon. Aujourd'hui, il y a même les galeristes, quelquefois, démissionnent par rapport à la diversité du monde de l'art, et nomment eux-mêmes, et délèguent la fonction à un curateur ou une curatrice. Donc, j'ai écrit ce livre en 89, et quand il a été réédité en 2007-2008, beaucoup de gens ont cru qu'il était de 2007-2008, le livre, parce qu'il avait les idées, il n'était pas du tout à côté de la plaque. J'ai écrit ensuite un livre qui est là, en 97, sur la crise de l'art contemporain, à l'époque où il y avait une polémique très forte en France, donc c'était il y a 20 ans déjà, sur l'art contemporain est-il bon, est-il mauvais, et j'essayais de montrer que la question n'était pas tellement qu'il était bon ou mauvais, mais c'est qu'il changeait de fonction et qu'il changeait de place dans notre société, et que justement on était dans une période de transition. Et puis j'ai écrit ensuite un livre qui pour moi est très important, mais qui malheureusement n'est pas là non plus, et en 2003, qui n'a eu aucun succès à ce moment-là, mais qui depuis est devenu une sorte de classique, qui s'appelle L'art à l'état gazeux. J'avais écrit ce livre à la suite de visites d'un certain nombre de biennales, et j'avais décrit ce que je voyais, le fonctionnement de l'art, et je disais, au fond, aujourd'hui, dans le monde de l'art contemporain, ce qu'on appelle l'art contemporain, il y a de moins en moins d'objets, mais il y a de plus en plus de moins en moins de peinture ou de sculpture, il y a de plus en plus ce qu'on appelle des installations multimédia, et des choses qui produisent des effets gazeux, ou légers, ou flottants. Quand le livre est paru, exactement comme celui de 89, non seulement il n'y a eu aucun succès, mais dans le monde de l'art, tout le monde a dit que j'étais un
prophète de mauvais augure, et puis en fait il s'est aperçu que l'art l'art contemporain est devenu complètement gazeux. Liquide, etc. Et j'étais cette semaine, j'ai mis du temps à y aller, mais c'était cette semaine à Lyon, je suis allé voir la Biennale de Lyon qui s'appelle Monde Flottant, si c'est pas gazeux. Oui, évidemment, je ne suis pas du tout cité dans le catalogue, c'est pas grave, mais où Madame Lavigne, qui est d'ailleurs une des meilleures dans le monde de l'art contemporain aujourd'hui en France, son temps, Madame Lavigne, qui a été commissaire de la Biennale, célèbre, et qui dirige le Centre Pompidou de Metz, célèbre la gazéification de l'art. C'est-à-dire qu'il n'y a que des installations, en général avec du son, multimédia, 3-4 trucs de récup parce que ça coûte pas cher à installer, des installations, des sacs en plastique, des souffleries, etc. Et puis ça flotte. Alors ça, pour flotter, ça flotte. Ça flotte bien. Et alors, c'est bien d'ailleurs, c'est assez souvent assez poétique, pas toujours, mais en tout cas, c'est gazeux. Gazeux, liquide, flottant, lévitant, tout ce que vous voulez. Et ce qui m'a fait beaucoup marrer, en voyant cette biennale, c'est que des artistes que je connais bien, avec qui j'ai eu des relations amicales, même sans approuver leur travail, au moins deux artistes allemands, Hans Haacke et Jochen Giertz, qui il y a 20 ans faisaient de l'art lourd, alors vraiment même lourdingue, étaient devenus gazeux. Donc ça flottait. Alors j'ai dit ce que faisait Hans Haacke, avec qui j'ai eu des relations très amicales, mais je n'approuvais pas du tout. Hans Haacke, dans les années 90, faisait des installations déjà, mais pour dénoncer les liens entre l'art, le capitalisme, l'exploitation, du luxe, etc. Il faisait des hôtels dénonçant, des hôtels très quartiers, mais dénonçant quartier, des hôtels très LVMH, mais dénonçant LVMH, dénonçant la collusion du monde de l'art contemporain avec les puissances d'argent, avec les puissances colonisatrices, etc. Dans le genre lourd, c'était lourd. Hein. Si vous ne compreniez pas le message, si vous étiez vraiment aveugle, et à l'époque, il n'y avait même pas de son. Et puis là, à la Biennale de Lyon, il avait un immense voile blanc dans une pièce, avec des souffleries qui faisaient, et ça faisait une sorte de mer ondoyante. Voilà, on était passé du lourd au gazeux, le moins qu'on puisse dire, au flottant en tout cas. Et quant à Jochen Giertz, qui faisait des messages politiques très lourds, honorables mais lourds contre le nazisme, lui aussi il était devenu flottant et gazeux. J'ai même pas vu ce qu'il faisait, il y avait plein de gosses autour, mais c'était plus du tout le message politique lourd, c'était du flottant. Voilà, donc on est passé à l'art à l'état gazeux. Et dans ce livre, je discernais deux choses. C'est les lieux d'art sont de moins en moins remplis d'objets d'art, mais de plus en plus d'installations, avec des installations, on passe du blanc du musée au noir de la salle de nightclub, en quelque sorte, avec de la musique, des sons, des stimulations sensorielles, des bruits, et puis un petit peu de visible quand on arrive à voir. Et à la Biennale de Lyon, c'était très frappant. Il y avait énormément de compartimentation pour qu'on voit des choses dans le noir. On passe donc, dans le monde de l'art, on passe des objets aux atmosphères, aux ambiances. On appelle ça souvent aussi de l'art ambiental. Et puis en revanche, dans la société, il y a un mouvement corrélatif d'esthétisation de tout. C'est-à-dire que tout devient beau, design, artistique, on met des... J'ai dépouillé des numéros du Monde que je n'avais pas eu le temps de lire cette semaine. Il y avait un article de Nicole Vulser sur le fait qu'il y a de l'art dans les centres commerciaux maintenant. Il y en a depuis longtemps ailleurs, hein, dans les autres pays. Mais je rentre de Corée où il y a plein d'art dans les centres commerciaux. Au fur et à mesure que les œuvres d'art quittent le musée, elles entrent dans l'atmosphère générale de la société. C'est ce que j'appelle le processus d'esthétisation. Donc, les choses continuent à me travailler et je suis en train de faire, ça mettra quand même du temps avant d'être fini, je suis en train de faire la suite de l'art à l'état gazeux sur le concept d'esthétique qui est adéquat, qui rend compte de cette évolution. Donc voilà, c'est dans cette perspective que j'ai mené ces analyses. Alors, récemment, j'ai mis en... Rassurez-vous, je ne vais pas vous embêter avec une conférence formelle, mais j'ai mis sur le papier une série de notations, si vous voulez, où on en est aujourd'hui à la suite de toutes de mes déambulations
et de mes observations. En fait, je me comporte un peu comme un ethnologue dans ça. Je vais visiter des peuplades et puis je regarde comment ils font et qu'est-ce qui se passe dans les peuplades. Et d'ailleurs, la matrice de l'art à l'état gazeux, c'était un peu comme ce que je viens de faire maintenant. Donc peut-être ça donnera, ce que je vais vous dire donnera suite à un livre, un rapport suite à un livre. J'avais fait une conférence pour la conférence de rentrée d'une école de design très bonne à Barcelone qui s'appelle l'EINA, une école privée, où il y a d'habitude une conférence inaugurale. Et les amis qui m'avaient demandé la conférence m'avaient dit tu fais ce que tu veux, donc j'avais dit je vais faire un petit panorama de l'art contemporain. Et j'avais énuméré un certain nombre de traits, comme je vais faire avec vous là, sur l'art contemporain. Et anecdote, à un moment j'avais dit, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que dans l'art, les artistes n'ont plus beaucoup de connivence avec les poètes, comme ça a été quand même le cas pendant très longtemps. Les artistes faisaient des livres avec des poètes, etc. Les artistes n'ont plus beaucoup de liens avec les poètes, mais en revanche, ils ont beaucoup de liens avec la musique électro et avec les DJ. Puis j'avais dit ça comme ça, hein, c'est ce que je constatais. Et je constatais ça parce que j'avais reçu quelque temps avant un prospectus, enfin une invitation pour la conclusion de la Biennale la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain de Paris, et où ça se terminait par un concert de musique électro avec un DJ à l'école des Beaux-Arts que j'avais dirigé. Ça m'avait interrogé, en quelque sorte. Et donc je dis ça dans la conférence, et à la fin, quand j'ai fini la conférence, le directeur de l'école vient me voir en me disant c'est ça, ce que vous avez dit me trouble sur la musique, mais je veux vous dire une chose, c'est que ici dans l'école, on a deux des meilleurs DJ, jeunes DJ espagnols comme vous. J'ai dit, ben voilà, je n'étais pas complètement trompé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis les choses se sont inquiétées. Alors maintenant, donc je vous donne mes remarques d'aujourd'hui. Alors, jour d'aujourd'hui, ce qui est très frappant, c'est qu'on a l'art contemporain, c'est une gigantesque machine de production, de distribution, de marketing et de vente. C'est d'abord un immense système commercial, l'art contemporain. Par exemple, j'étais en Corée récemment, et c'était pas la première fois, je vois en Corée, dans une galerie, une immense œuvre faite avec des capsules de boîtes de Coca-Cola, choses comme ça, de récupération, par l'artiste nigérian El Anatsui. Il y en a un très beau dans les collections du musée d'art moderne de Paris. Il y en avait un très beau à l'exposition Africa d'Afrique de la fondation LVMH. Ben là, il y en avait un immense à Séoul. Bon, c'était les trois mêmes. Ça veut dire que El Anatsui, qui est un très bon artiste, il a un business, il a une fabrique de machines de récupération, avec probablement autant d'assistants que Jeff Koons. Hein. Il a peut-être 50 ou 60 ou 70 assistants qui font des œuvres pour lui pour assurer la promotion, la diffusion et la présence de ces œuvres dans tous les endroits où on les demande, en quelque sorte. Et ça me frappait, puisque le premier El Anatsui, je l'avais trouvé magnifique. Là, j'en vois partout, et c'est tous les mêmes, ils sont tous plus grands les uns que les autres. Et je suis obligé de reconnaître que ça a beau être un chef-d'œuvre, c'est strictement de la production de masse. Et alors, tout le monde se critique Jeff Koons, qui a une centaine d'assistants, ou Murakami, qui en a une centaine aussi. Mais en réalité, c'est un système de production. Et il y a des artistes aussi français qui ont des assistants aussi, et qui, beaucoup moins nombreux parce qu'ils sont moins demandés, mais on est en face d'un système de production, de distribution, de marketing et de vente qui est international. Et donc, ça nous choque. Alors, bien sûr qu'il y avait les ateliers de la Renaissance, c'était aussi des choses comme ça, mais des systèmes de ce genre. Il y avait une industrie du rétable, il y avait même quand on voit tout ce qu'a peint Tintoret, il n'a sûrement pas peint ça tout seul. Mais, je veux dire, aujourd'hui, c'est vraiment un système financier, capitaliste, mondialisé, globalisé, reposant sur la communication, sur des médiateurs, ça je vais en parler, voilà, c'est ça l'art contemporain. Et c'est un système de production esthétique mondialisé. Deuxième chose,
Comme pour l'industrie du luxe, et j'ai écrit un livre sur le luxe, justement, qui est dans la suite de la Rallye Gazeux, dans ce système, eh bien, comme dans le marché du luxe, il y en a pour toutes les bourses et toutes les demandes. C'est-à-dire que ça va des produits haut de gamme, hors de prix, qui sont en général commandités par des collectionneurs. Les plus grosses pièces de Kunz demandent des mises de fonds absolument considérables, ou celles de Murakami. Et donc, c'est les grands collectionneurs, comme Pinault, qui commanditent la pièce, c'est-à-dire qui la financent, au départ, la fabrication, parce que c'est des objets industriels qui sont très sophistiqués. Mais en même temps, vous avez une déclinaison des produits pour tout le monde. Ça va jusqu'aux produits dérivés. Et l'autre jour, je crois que c'est en sortant du centre Pompidou, en sortant d'une exposition, j'ai vu qu'on vendait des petits balloon dogs en produits dérivés. Et de même qu'il y avait des plugs anal de McCarthy en chocolat qui étaient vendus à la Monnaie de Paris au moment de l'exposition sur les plugs. Il y a donc une déclinaison des produits, je veux dire, pour qu'il y en ait pour tout le monde. Je veux dire, avant, bien sûr, il y avait une déclinaison via les estampes, en quelque sorte. Mais là, maintenant, on est vraiment au niveau de l'industrie du produit dérivé. Ça va jusqu'à la production de foulards. Je veux dire, ça m'étonne que les enfants Picasso, les arrière-petits-enfants Picasso, ils ont fait des foulards Picasso, mais ça devrait venir. Il faut qu'il y ait réellement qu'on couvre toute la gamme des demandes, depuis ceux qui veulent des choses très très chères et qui ont les moyens de les prendre, jusqu'à ceux qui ont besoin d'avoir un petit souvenir. Et c'est curieux parce que c'est la même stratégie que dans le luxe. C'est-à-dire que le luxe, vous avez du produit strictement hors de prix, et puis vous avez du produit dérivé, ce que j'appelle la luxurisation de la consommation ordinaire. Regardez au niveau des chaussures, des Nike, des New Balance, des choses comme ça, des Adidas, vous avez des marques quasiment de luxe, et puis vous avez ensuite des objets qui sont hors de prix. Et ça pose des problèmes considérables d'ailleurs aux marques de luxe, parce que ce qu'elles gagnent dans la luxurisation des produits, elles le perdent très souvent dans, je dirais, la renommée de marque. Et c'est un des gros problèmes qu'ont les grosses firmes de luxe, puisque la France est très bien placée sur ce marché en Chine, c'est que le marché chinois, des nouveaux riches chinois, veut des produits très chers. Ils ne veulent pas des produits luxurisés. Et pas des produits de masse, pour des raisons qu'on comprend tout de leur passé. Les produits de masse, ils en ont eu assez, même de luxe. Et donc, je veux dire, les marques ne peuvent pas se lancer dans des politiques trop aventureuses en matière de déclinaison des produits. Pour l'art, on n'en est pas encore là. Je veux dire, les gens sont très contents de repartir avec un petit ballon dog de Jeff Koons. Alors, troisième chose qui me frappe beaucoup, c'est le lien maintenant constant, mais ça dure depuis longtemps, entre art contemporain et tourisme. Là aussi, j'ai aussi écrit un livre sur le tourisme dans la suite de l'art d'état gazeux. En quelque sorte, avant d'écrire la suite, comme je suis en train de le faire, j'ai préparé le terrain en écrivant un livre sur le tourisme et un autre sur le luxe. Mais l'art contemporain et le luxe, maintenant, sont indissociables. C'est-à-dire qu'on fait le voyage à une destination touristique en fonction de l'attrait artistique. Et vice-versa. L'attrait artistique permet de faire du tourisme. Ce qui a lancé le mouvement, de manière la plus visible, ça a été l'ouverture du musée Guggenheim à Bilbao, je crois en 1997. Qu'est-ce qui s'est passé? Bilbao était une ville totalement sinistrée, devenue sinistre à la fois à cause de la désindustrialisation, de la faillite des chantiers navals, etc. Et en même temps, sinistrée par le terrorisme de l'ETA. Et donc il fallait que Bilbao se refasse, en quelque sorte, une image touristique vendable. Le coup de génie, et je dirais le coup aussi d'audace des gens, ça a été de payer entièrement l'immense projet de Guéry du musée Guggenheim, de l'annexe du musée Guggenheim, et de changer complètement et l'image de la ville, et son architecture, et son attractivité. Bilbao est devenu une destination touristique uniquement grâce à cette opération d'attraction culturelle et artistique. Et maintenant, c'est devenu généralisé, notamment à travers le phénomène des biennales. La Biennale de Lyon, comme le musée d'art contemporain de Lyon,
sont des créations d'un maire qui était un économiste, et Raymond Barre, qui détestait l'art contemporain. J'ai bien connu Raymond Barre, l'art contemporain, il n'en avait rien à foutre. Mais alors, rien de rien. C'était des trucs de fêlés, etc. Mais il disait, maintenant, une grande ville, une grande capitale européenne, doit avoir un musée d'art contemporain et doit avoir une biennale. Et son raisonnement était purement économique. C'est-à-dire, de même les Lyonnais ont transformé la fête des Lumières la semaine prochaine, qui était une fête locale, une manifestation artistique et touristique mondialement connue. De la même manière, ils ont un musée d'art contemporain et une biennale qui assure l'attractivité touristique d'une ville qui était plutôt faite pour le tourisme industriel et le tourisme économique, c'est-à-dire pour aller faire des affaires. On allait à Lyon pour faire des affaires, on n'allait pas à Lyon pour voir un musée, et on n'allait pas à Lyon pour... De même qu'ils ont lancé l'opération du musée des Confluences, qui est magnifique, mais qui, malheureusement, ils ont essayé de faire la même chose que le Guggenheim, avec une construction qui est absolument splendide, sauf qu'ils n'ont rien à mettre dedans. Et qu'en plus, entre l'autoroute et voies de chemin de fer, l'opération de remodélation urbaine, à la manière de Bilbao, ne s'est pas encore produite. Elle se produira peut-être. À Bilbao, ils étaient malins, les Basques, parce que non seulement ils ont payé, mais ils ont dit au Guggenheim, c'est vous qui mettez quelque chose dedans. Parce qu'ils n'avaient rien à mettre. Ils ont un musée des Beaux-Arts qui est très intéressant à visiter, avec de la peinture du 19e siècle et du 20e siècle basque. Mais c'était pas pour le Guggenheim. Parce que si vous faites un grand attracteur touristique, il faut que vous ayez un petit peu à mettre dedans. Mais souvent, d'ailleurs, le musée suffit. Il faut un peu plus quand même. Donc, c'est lié avec le tourisme et, je dirais, les circulations de touristes se font en grande partie. Il y a la Biennale de Venise. Vous savez combien il y a de biennales à peu près dans le monde aujourd'hui? Il y en a plus de 700. Il y en a plus de 700. Et je rencontrais, j'ai échangé avec une curatrice coréenne qui me disait qu'elle avait visité la Biennale de Lyon, mais que ça ne lui avait pas plu, mais qu'en revanche, elle attendait beaucoup de la Biennale de Moscou. Vous voyez, je vais de l'une, je vais à l'autre, etc. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Alors là encore, ça fait du tourisme de masse d'un côté et du tourisme de luxe. Le tourisme de masse, c'est que vous avez des bassins qui sont attirés justement pendant les week-ends pour aller voir le centre Pompidou de Metz, a en partie réussi. Le Louvre de Lens a réussi sa mission de ce côté-là. Et puis à côté de ça, vous avez un tourisme de luxe au moment des biennales et au moment des foires justement de l'art contemporain. Par exemple, vous avez des firmes qui vous organisent des voyages VIP en avion privé pour une dizaine de personnes, avec entrée préférentielle pour la journée de pré-visite, c'est celle où il n'y a personne et où il n'y a que les collectionneurs riches qui peuvent acheter. Pré-visite, réception de luxe, cocktail, hôtel de luxe, revisite le lendemain pour le vernissage officiel, et puis ensuite on vous ramène au Bourget en hôtel de luxe et vous avez acheté votre package de week-end pour aller voir de l'art contemporain. Et c'est courant, pratiquement tous les documents que vous recevez pour des foires, si vous êtes à la limite du monde VIP, comme sont certains critiques, vous recevez toute cette documentation, on vous explique ce que vous avez. Donc il y a une proximité fondamentale, une association avec le tourisme, et en même temps tourisme et exotisme. Donc c'est bien que ça soit exotique, qu'une biennale soit différente d'une autre, et c'est à travers cet exotisme et ce tourisme que se fabriquent des réputations. Quatrième remarque, ce qui me frappe de plus en plus, et ça a commencé depuis ce qu'on a appelé le postmodernisme, depuis les années 90, c'est qu'il y a une profusion immense de production, compte tenu de la mondialisation. C'est-à-dire que vous avez des œuvres qui sont caractéristiquement européennes, vous avez de l'art aborigène australien, vous avez de l'art africain, vous avez de l'art chinois, vous avez de l'art chinois, il y en a plusieurs sortes, vous avez de l'art d'Amérique latine, vous avez de l'art partout, vous avez de l'art des Émirats maintenant, il y a un très gros marché émirati moyen-oriental, donc vous avez une profusion d'objets. Et une profusion d'objets qui sont, je dirais, de moins en moins identifiables. Alors vous voyez bien que ce sont des installations, vous voyez bien que ce sont plus ou moins des œuvres d'art, mais vous
vous n'arrivez pas à identifier des styles, sauf si vous êtes un connaisseur local qui est bien au courant de ces références. Donc le visiteur normal, même le visiteur collectionneur, ne s'y reconnaît pas en termes d'histoire, en termes de rapprochement formel, et ni en termes de signification. J'étais frappé à l'exposition d'art africain à la Fondation LVMH à Paris il y a 2-3 mois. J'étais frappé de voir la force le caractère de cette situation. Parce que c'était des artistes qui, pour la plupart, on avait découvert en 89 à l'exposition Magicien de la Terre. En 89, lors de l'exposition Magicien de la Terre, il y avait un certain nombre d'assistants commissaires de Jean-Hubert Martin qui avaient sillonné les pays, l'Afrique notamment, et qui avaient repéré les productions intéressantes qui s'y faisaient. Alors ça avait déjà donné sur place lieu à des situations assez cocasses. Il se trouve qu'à l'époque, début des années 90, quand j'ai dirigé l'école des Beaux-Arts, je me suis retrouvé à passer quasiment 8 jours à l'université de Koumassi, au Ghana, qui est une très bonne université, dans le département art, parce qu'on établissait à l'époque des partenariats avec eux, et l'école département des Beaux-Arts de l'université de Koumassi était tenue par des artistes académiques reconnus qui avaient tous fait leurs études en Europe, notamment en Angleterre, puisque le Ghana était une ancienne colonie anglaise, et qui peignaient de l'art africain, mais dans un style, je dirais, occidental. C'était des tableaux, des peintures à l'huile, etc. Et ils étaient fous de rage de dire le Ghana a été représenté à l'exposition Magicien de la Terre par des fabricants de cercueils, par des dessinateurs d'enseignes de coiffeurs, etc. Et nous, c'était nous les artistes, c'était pas eux. Nous, les mecs qui font des types qui font des cercueils, c'est des types qui font des cercueils, c'est des très bons artisans, c'est pas des artistes. Nous, c'est nous les artistes, et nous, on nous a rien demandé, on ne figurait pas là-dedans. Donc, pour revenir à l'histoire de l'art africain, en 89, c'était des producteurs locaux, souvent très intéressants, souvent des artisans, qui avaient été repérés par les commissaires. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? À la suite de ça, l'art africain est apparu, et l'art africain a pris de la valeur. Certains des commissaires qui faisaient ce travail de repérage sont devenus des agents, notamment le meilleur d'entre eux, André Magnin, qui est vraiment très bon, mais qui a monté une boîte de médiation et de courtage en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Eh bien, ils commanditent, j'en reviens à l'histoire d'Elana Tsui, ils commanditent à des artistes africains de l'art africain, mais pour des foires internationales. Et donc, au lieu d'avoir une enseigne de coiffeur qui fait la taille d'un petit bel, quoi, 1m30 sur 1m60, vous avez une enseigne de coiffeur qui fait 4 mètres sur 3. Hein, et qui est faite pour LVMH, qui n'est pas faite pour le coiffeur de Koumassi, hein, ça c'est sûr. Au lieu d'avoir une peinture de Chéri Samba, qui est devenu un peintre très connu, vous avez un méga Chéri Samba qui est gros comme un Michel-Ange, en quelque sorte. Et c'est en ce sens que même l'enracinement dans une tradition locale a perdu son sens, parce que finalement, c'est de l'art de comptoir, quoi. Je veux dire, c'est de la vente de comptoir de cette manière. Donc, on s'y perd complètement. Et du coup, on a énormément de mal à évaluer la valeur des œuvres. Moi, ce qui m'intéresse en tant que critère, en tant que critique, c'est d'avoir quand même quelques critères pour savoir si une pièce est bonne par rapport à d'autres. Parce que quand on connaît bien les artistes, on sait qu'ils font des choses qui sont meilleures que d'autres, et qu'à certains moments, ils font vraiment des chefs-d'œuvre, et puis qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément aussi bonnes. Picasso, le premier, il savait très bien, hein, il produisait nuit et jour, mais à la fin, périodiquement, il faisait des tas. Il y avait des tas pour Caneveller, des bons, puis il y a des tas pour les petites galeries, et puis des tas pour les toutes petites galeries. Il savait très bien la différence dans la qualité de ses œuvres. Bon, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, et à travers, je dirais, ce phénomène de multiples des foires, des biennales, de la mondialisation, bah, ce qui compte, c'est la taille. Je pense qu'il reste un critère qui est la taille, et je suis frappé de voir, dans les ventes aux enchères, il ne faut pas faire non plus trop grand, parce qu'il faut quand même qu'ils puissent stocker. Dans les ventes aux enchères, quand je regarde les catalogues,
Et je vois que très souvent, des tableaux grands, mais pas très bons, se vendent nettement mieux que des tableaux moyens ou petits qui sont meilleurs. Mais parce qu'aujourd'hui, justement, l'impossibilité d'avoir des critères fait qu'on est... on se rabat sur les critères les plus évidents, c'est-à-dire la taille, le clinquant, le bien réalisé, le spectaculaire, etc. etc. Mais les valeurs d'évaluation d'histoire de l'art, si vous voulez, se sont en grande partie disparues. L'artisanat ne fait pas recette. Tout ce qui est imparfait et qui n'est pas parfaitement fabriqué ne fait pas recette. Il faut que ça soit assez clean, hein, il faut que ça soit, même si c'est artisanal. Donc d'où la préférence souvent aujourd'hui pour la fabrication industrielle, le design industriel des pièces. Les pièces de Jeff Koons, si quelqu'un d'entre vous a l'exposition à Paris, les dernières pièces sont des merveilles de technologie. Hein. J'ai réalisé des techniques laser, des techniques d'impression en 3D, etc. C'est des choses absolument merveilleuses, mais c'est hyper propre, hyper professionnel et tout à fait industriel. Et je dirais que c'est propre même quand c'est sale. Hein, quand c'est sale, il faut que ça ait quand même l'air absolument propre. Donc une installation vraiment sale, c'est plus possible. Hein, il faut qu'elle soit industriellement propre quand elle est sale. Bon, cinquième remarque. Ça, je l'avais déjà discerné dans l'art à l'état gazeux, il n'y a quasiment plus de portée politique en art. On a eu un art qui était, en principe, qui vivait sous le signe de l'engagement, l'art contemporain, un peu comme je vous ai dit sur Hans Hacker ou Jochen Geertz, il fallait dénoncer, il fallait militer, il fallait affirmer des choses, etc. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il n'y a pas d'art. Les artistes sont très largement dépolitisés, y compris quand ça se prétend politique. Alors, si les thèmes c'est des thèmes à la mode qui remplissent le message politique, c'est queer, transgenre, même le racisme ne fait plus recette. Le queer et transgenre, tout ce qui est sexualité transversale, ça marche encore bien. Le féminisme ne fait plus recette non plus, mais il n'y a pas véritablement d'art engagé comme pouvait l'être l'art des Guerrilla Girls ou même de Orlan il y a 20 ans, 25 ans. Bon, sixième remarque. Rassurez-vous, j'en ai pas beaucoup, plus, j'en ai 8 ou 9. Sixième remarque, bon, il y a aujourd'hui, c'est très intéressant à voir, des vases communicants qui communiquent parfaitement entre les commerciaux, les agents promoteurs touristiques, les critiques et surtout les commissaires. Les commissaires qui sont en fait des agents. Hein. Les commissaires qui sont des agents, qui sont des médiateurs. Bon, c'est normal parce que dans ce monde qui est un monde fluide, et où il y a une continuelle circulation, il faut des gens qui fassent des go-between et qui sillonnent le monde ou une partie du monde pour dire ce qui se passe ailleurs. Donc vous avez une race de commissaires, agents commerciaux, dont certains sont très bien, dont d'autres sont juste des agents de commerce, hein. Ça sont très bien. Par exemple, un des deux premiers directeurs du Palais de Tokyo, Jérôme Sens, qui a fait du très bon travail, est typiquement un agent d'art de cette sorte. C'est-à-dire qu'actuellement, je l'ai revu récemment, il travaille entre la Chine et l'Europe, et il fait effectivement la liaison entre collectionneurs chinois et art européen, collectionneurs chinois expatriés en France et art contemporain chinois, collectionneurs européens et suisses, belges et art chinois, etc. Et il a une sorte d'agence. Et je me souviens d'une chose, d'une anecdote avec Jérôme Sens que j'aime beaucoup. C'était en 1990 ou 91 où nous avions participé ensemble à un jury de sélection de jeunes artistes pour l'Union européenne. Donc j'avais été convoqué pour la présélection, j'étais arrivé. Donc déjà c'était l'époque où on voyait plus que des books, avec des diapositives et des photographies, des books. Alors d'abord j'avais été émerveillé de voir la vitesse avec laquelle Jérôme Sens avait parcouru les 40 ou 45 books qu'on avait à faire. Au bout d'une demi-heure il avait fini, alors que moi j'en étais à peine à la moitié. Et il avait
bien choisi, en fait. J'avais été assez émerveillé de la manière dont, en allant aussi vite, il arrivait et puis, on était reparti et il m'avait conduit en voiture. Je me souviens plus où c'était. Et il me dit, dans la voiture, il me disait, aujourd'hui, tu ne fais plus rien sans Ono. Je ne comprenais pas ce qu'il m'avait dit. Aujourd'hui, tu ne peux plus rien faire sans Ono. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu peux dire? Si tu n'as pas des honoraires à offrir à des artistes. Et il m'explique, tu comprends, aujourd'hui, les expositions, ça ne consiste pas à amener des œuvres d'art. Ça consiste à dire à un artiste, venez participer à cette exposition internationale, je vous donne un budget de temps, vous réaliserez l'œuvre, je vous donne des honoraires, et après, c'est fini, on ne expédie pas l'œuvre, on la détruit, on ne la collectionne même pas, vous allez être payé en Ono. Et c'était en 91, hein, je veux dire, pour l'époque, c'était tôt, et effectivement, ça m'avait mis la puce à l'oreille. Je m'étais dit, c'est un nouveau statut de fonctionnement de l'art, parce qu'avant, on peignait, on expédiait, et puis on retrouvait. Hein, aujourd'hui, c'est pas la peine. On demande à l'artiste un projet, quelquefois il vient, quelquefois il vient même pas. Il envoie des assistants, réalise le projet, et puis ensuite, après, il a touché un budget, et après ça, on n'a pas renvoyé les œuvres, on n'a à la limite pas vraiment à les assurer, et on balance tout ça. Il y a quelques années, bien une dizaine d'années, à la Biennale de Lyon, il y avait une salle entière de Mike Kelley, un artiste californien que j'aime beaucoup, qui était faite avec du contreplaqué, des entassements de tentes de l'armée, etc., et qui était destinée ensuite à être détruite. Mike Kelley avait touché ses Ono, avait envoyé des assistants, on avait fait l'œuvre, puis si ça se trouve, Mike Kelley n'était même pas venu, et il avait participé à la Biennale de Lyon. Donc aujourd'hui, il y a ces vases communicants complets entre commerciaux, agents, promoteurs, galeristes, artistes, certains artistes étant eux-mêmes souvent leurs propres promoteurs, et puis les commissaires. Et ça donne aux galeristes, je dirais, une situation très, très inconfortable d'une certaine manière, parce que le galeriste en galerie, pratiquement, n'a plus de sens. Le galeriste passe son temps dans les foires, donc voyage d'une foire à une autre. Hein. Actuellement, ils vont à Miami, hein, c'est la foire de Bâle qui est à Miami, et donc le galeriste n'est pratiquement jamais chez lui. Je me rappelle d'une chose que m'a dite à la dernière FIAC, au printemps dernier, Nathalie Obadia, qui a une très bonne galerie à Paris, que je connais bien, elle avait participé à une petite foire parisienne qui n'a pas d'envergure internationale, qui s'appelle Art Paris. Et elle me regarde, elle était un peu interloquée parce que elle pensait que je trouvais bizarre qu'elle participe à cette petite foire qui n'est pas aussi importante que la FIAC, etc. Et elle me dit, mais tu comprends, ça me permet, pour une fois que je suis à Paris, de revoir tous mes collectionneurs. Parce que à la galerie, j'y suis presque jamais, les gens passent plus, et ils sont passés là, et en 2 jours, j'ai pu voir tous mes collectionneurs. C'est pour ça que j'ai participé à cette foire qui n'a pas beaucoup d'importance. Mais là, j'ai pu voir tout le monde et c'est bien. Mais vous avez aujourd'hui des galeristes qui, littéralement, ne sont plus jamais dans leur galerie. Un type comme Perrotin, qui est absolument désopinant par ailleurs, qui a une galerie à Hong Kong, une galerie à New York, une galerie à Paris, une galerie à Miami, me dit toujours, je ne sais pas où je suis. Non, je ne sais jamais où je suis. Et l'autre jour, quand j'étais en Corée, j'ai rencontré, c'est aussi une anecdote mais qui est très parlante, je rencontre un vieil artiste, pas vieil artiste, mais un artiste d'un certain âge, taïwanais, avec sa critique, une critique taïwanaise, qui n'était pas belle d'ailleurs, et puis son agent. Donc c'était des Chinois de Taïwan, ils étaient en Corée pour des affaires, bien sûr, je les ai rencontrés dans une galerie, et l'agent, je sympathise avec l'agent chinoise, et je lui dis, mais vous vivez où? Vous vivez à Taïwan? Elle dit, non, je vis à Londres. Ah bon, et puis, aussi à Paris, et aussi à Hong Kong. Je lui dis, mais comment vous faites? Alors elle me dit, oui, je suis tout le temps en train de voyager, et puis, et c'est là où je lui dis, mais vous faites que agent? Ah non, je ne fais pas que agent. J'ai aussi une boîte de cosmétiques, et j'ai un bureau à Paris. J'ai aussi des intérêts dans les assurances, etc. Alors c'était une vraie chinoise, elle avait un portefeuille, comme un représentant multicarte, dans lequel il y avait en plus des artistes.
hein. Et elle est d'une redoutable efficacité, la fille, hein, je veux dire très professionnelle, mais voilà, elle était représentante multicarte, cosmétique, assurance et art contemporain chinois de Taïwan. Voilà, c'était, quand je vous dis vaste communicant, c'est vaste communicant, et dans le domaine d'art contemporain, elle s'y connaissait. Hein, je veux dire, évidemment, elle faisait toutes les foires. Donc et puis, alors, dernière remarque, eh bien, ce qui est sûr, c'est que c'est, en un certain sens, c'est la fin de l'histoire de l'art. On a affaire à des personnalités, à des vedettes, à des héros de l'art, et puis, mais chacun est tout seul. C'est-à-dire, en quelque sorte, faire des liaisons, si vous voulez, entre eux et des courants historiques. Un, dans certains cas, c'est pas possible. Deux, même si c'est possible, plus personne s'y intéresse. C'est-à-dire, faire de l'histoire de l'art sérieuse, c'est vraiment ça intéresse vraiment plus personne. Et puis trois, de toute manière, on ne le souhaite pas. Hein. Les artistes ne le souhaitent pas. Et il y a un tel fatras de choses que remettre les gens dans les filières, par exemple, moi je connais le travail de Jeff Koons depuis 1986. J'en ai pas acheté à l'époque parce que c'est pas mon goût. Moi, le pop art, c'est pas mon goût. Je regrette parce que j'aurais fait un très bon placement, mais c'est pas mon goût, ce genre de truc. Quand il était donc tout jeune, je l'avais rencontré à travers d'ailleurs un galeriste américain qui était aussi conseiller en investissement, un type qui était jeune et qui était brillant. Et à l'époque, les premiers travaux de Jeff Koons étaient très proches, ça se voyait bien dans l'exposition du Centre Pompidou, étaient très proches du pop art américain le plus populaire. C'était des petits trucs américains, très sympathiques, un peu naïfs et rigolos, fait avec des objets de consommation courante, et ça avait une vraie authenticité. Puis, petit à petit, il est devenu, comme c'est un grand professionnel, il est devenu, il s'est mis à faire des choses de plus en plus grandes et vendables, et à ce moment-là, ça tombe dans la production. Mais disons que les 10 premières années de Jeff Koons sont réellement intéressantes du point de vue de l'histoire de l'art. Après, on tombe dans une autre histoire. Mais ce genre d'analyse, ça n'intéresse aujourd'hui plus personne. Hein. Alors, je ne dis pas que ça n'intéressera pas par la suite d'autres personnes, parce que le temps passe et qu'il y a des réévaluations dans l'histoire de l'art. Hein. Mais aujourd'hui, si vous faites ce genre d'analyse, les gens vous regardent avec un œil un peu poli, mais en disant de quoi il cause ce type, parce que c'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que la cote va tenir, est-ce que aux prochaines enchères chez Sotheby's, ça va être plus. Une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand je parle des agents, parmi ces agents, il y a les collectionneurs et il y a aussi les maisons de vente aux enchères. Et ce qui est important, c'est que beaucoup de maisons de vente aux enchères sont tenues par des collectionneurs, hein, et notamment par Pinault, entre autres. Pinault et LVMH, ils ont tous leur maison de vente aux enchères, donc d'une certaine manière, ils assurent eux-mêmes la spéculation financière sur les œuvres qu'ils collectionnent en les achetant et les revendant. Le premier qui a fait ça, c'est Saatchi en Angleterre, qui a acheté la trans-avant-garde italienne en la faisant monter, puis ensuite qui a tout vendu, qui a ensuite acheté les New British Artists, puis qui ensuite s'en est débarrassé en en gardant certains, etc., etc. Et chaque fois, il réinvestit et il fait des... Alors, dernière remarque, donc, je vous dis sur la fin de l'histoire de l'art, il y a des personnalités, des vedettes, on juxtapose ces objets-là, mais il n'y a plus de perspective d'histoire de l'art, et il n'y a plus beaucoup non plus d'exposition collective avec des propos sérieux. C'est-à-dire quand on réunit les gens, comme dans une biennale, on est obligé de trouver, je dirais, une dénomination commune qui soit assez vague pour englober tout le monde. Et donc ça donne les mondes flottants. Dans les mondes flottants, on peut mettre à peu près tout le monde. Hein. Tant que ce n'est pas des enclumes de 10 tonnes, on peut mettre beaucoup de gens dans les mondes flottants. Hein. Dès que ça sort de terre, c'est flottant si ça ne monte pas trop haut. Donc l'histoire de l'art est effectivement en très mauvaise posture, puisque sa dernière fonction, en fait, maintenant, et je conseille souvent aux étudiants d'histoire de l'art de chercher ce débouché, c'est de devenir assistant dans sa maison de vente aux enchères pour établir effectivement les tenants et aboutissants d'une œuvre, pour savoir si elle n'est pas fausse, etc. Parce qu'une dernière chose que je n'ai pas dite là-dedans, avant de dire quelques mots sur Ben, comment je vais me rattraper, une dernière chose que je n'ai pas dite, c'est qu'il y a énormément de faux qui circulent. Énormément.
énormément de faux, parce qu'il y a une demande très forte, parce que c'est assez facile à copier, hein, et parce que, je veux dire, c'est un monde qui est tellement, je dirais, ramifié, partant dans tous les sens, que c'est très difficile, sauf pour les très grosses pièces, d'identifier les faux. C'est pour ça que là, les historiens de l'art ont encore un petit rôle à jouer. C'est si vous achetez de l'art, la seule chose dont il faut vous préoccuper, c'est pas à quoi ça ressemble, c'est quelles sont les origines. Qui a eu la pièce depuis l'artiste. Donc il faut tracer, je dirais, la chaîne des possesseurs. C'est la seule manière de savoir si une pièce est vraie ou pas. Et en faisant attention aussi à la moralité des possesseurs. Mais c'est la seule manière, parce qu'il y a énormément de faux qui circulent aujourd'hui, mais pas seulement dans le domaine de l'estampe, mais dans le domaine des pièces, parce que c'est très facile à faire, des faux, et donc la seule manière d'établir, c'est la provenance, et c'est une des dernières choses que les historiens de l'art apprennent à faire. Donc, mais sinon, les grandes fresques d'histoire de l'art, à mon avis, pour le moment, n'ont pas de place. Alors, vous me direz, j'ai dit tout ça, mais Ben, il n'est pas là-dedans. Et moi, ce que je dis aussi, c'est qu'à travers tout ça, si vous êtes spéculateur, si vous avez de l'argent de trop à placer, et c'est souvent le cas, les gens qui vendent, le type qui vend une start-up de 300 millions à 40 ans, il a souvent trop d'argent et il ne sait pas quoi en faire. Et donc, il va spéculer sur de l'art, notamment dans les foires d'art contemporain. Et d'ailleurs, si une des phrases clés, c'est est-ce qu'un artiste a du potentiel aujourd'hui? Et avoir du potentiel, c'est pas de créer des nouvelles œuvres, c'est d'avoir du potentiel pour faire monter les prix. Est-ce que l'artiste a du potentiel? Et donc, à ce moment-là, on revendra assez vite. Hein. Les gens achètent grand, ils ne stockent pas, ils ne gardent pas ça chez eux, ils le revendent et puis ça repart. Et en revanche, si vous avez encore un vrai goût pour l'art, je dirais que là, il faut avoir de l'œil. Il ne suffit pas d'aimer une chose, mais il faut avoir de l'œil. Donc il faut le former en regardant encore et toujours et beaucoup de choses. Et puis, je dirais, se moquer un petit peu de ce système-là, parce que ce dont on s'aperçoit, hormis pour les pièces qui sont les pièces à des prix faramineux, c'est que à la longue, il y a une décantation qui se fait. À la longue, il y a une décantation qui se fait et qui se voit très bien au niveau des enchères. Hein. Quand vous avez des petites pièces impressionnistes qui sont des petites pièces impressionnistes, on en trouve encore qui ne sont pas chères parce qu'elles n'ont pas grand intérêt. Et je dirais une chose, c'est qu'elles n'ont pas non plus grande chance de devenir, de prendre beaucoup de valeur. Tout simplement parce que c'est des petites pièces qui sont très bien. Vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre même un joli petit marquet chez vous. C'est un joli petit marquet, il en a fait autant que le bon Dieu peut en bénir, etc. C'était pareil, si vous voulez, sur Bernard Buffet. Donc il y a des pièces de Bernard Buffet sans grand intérêt, et puis vous avez des très bonnes pièces de Bernard Buffet qui valent très cher et qui continueront à valoir cher. Il reste une valeur artistique, mais elle apparaît seulement sur le très long terme, et je dirais quand on a le regard de connaisseur, etc. Et puis je dirais que dans ce monde qui est assez déshumanisé, que je vous ai décrit, dans ce monde assez déshumanisé, il y a une qualité qui est très difficile à quantifier, Dieu merci, c'est la poésie d'un travail. Et même une installation apparemment très simple et très banale peut avoir une qualité poétique qu'une autre n'aura pas. Et là, je dirais que c'est votre sensibilité qui doit jouer, etc. Et donc il ne faut pas non plus se laisser impressionner si vous voulez, par ce cirque de l'art contemporain. Vous voyez les résultats dans les journaux, tel tableau, Damien Hirst s'est vendu tant, etc. Ben oui, d'accord, ça les regarde. Je ne suis pas sûr qu'à la longue, Damien Hirst, sauf s'il gère très très bien son truc, Damien Hirst tienne les codes qu'il a actuellement. Bon, rassurez-vous, oui, me dire, personne ne fera faillite là-dessus. Mais je ne suis pas sûr parce que ce n'est pas une œuvre importante. En revanche, une œuvre de Tracy Emin, qui est un jeune artiste, maintenant elle n'est plus si jeune que ça, elle garde une qualité poétique qui fait que je pense qu'à la longue, ce sera des œuvres qui seront reconnues, mais dans le temps, dans l'histoire, etc. Et moi, je continue à m'intéresser à beaucoup d'artistes qui ne sont pas dans ce côté, je dirais, à la mode de l'art contemporain, parce que ce qui m'intéresse, moi, dans une œuvre d'art comme dans une œuvre intellectuelle, c'est la cohérence, c'est l'engagement, c'est l'authenticité, c'est une manière d'être vrai. Et
souvent, on trouve encore des artistes comme ça, et qui demeurent pas forcément inconnus. J'en parlais tout à l'heure avec Charles Bell. Je dis souvent à mes amis artistes, l'important c'est de vivre vieux. Hein, si vous vivez vieux et que vous pouvez, à bout d'un certain temps, montrer une œuvre qui a une cohérence et un vrai engagement poétique et artistique, il y a probablement des gens qui s'en rendront compte. On a eu le cas avec Eugène Leroy, hein, qui pendant des années a vivoté dans le Nord, et s'il n'avait pas été soutenu par un galeriste allemand, il aurait vivoté indéfiniment, et qui est maintenant considéré comme un très grand artiste. Il y a eu des femmes, Aurélie Nemours, Geneviève Haas, Lydia Rix, moi-même j'étais très ami avec Shirley Jaffé, qui a vécu dans la plus grande pauvreté jusqu'à 80 ans, et puis dont les tableaux se sont envolés dans les dernières années, avant qu'elle meure à 93 ans. Quand la qualité est là, et si l'endurance aussi de l'artiste est là, l'endurance au sens propre, c'est-à-dire vivre longtemps, mais l'endurance aussi de ne pas se décourager, de tenir bon, de ne pas se décourager, à ce moment-là, eh bien, ça réapparaît. Et je conclue en disant que moi, ce qui me plaît beaucoup dans la monographie de Bell, c'est qu'on voit maintenant, à travers cette monographie, qui n'est pas commune, on voit, je dirais, l'ampleur du travail. L'ampleur, la force, la conviction, l'endurance, hein, ce que je disais, on voit l'ampleur de ce travail. Et je pense que cette monographie peut être une étape importante pour que des gens en face du monde de l'art contemporain se rendent compte que Bell est quelqu'un d'important. Parce que le monde de l'art contemporain, c'est pas celui de Charles Bell pour le moment. Et je ne dis pas que ça serait bien d'ailleurs qu'il y tombe, et d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il y tomberait parce qu'il fait trop grand quand même. Il fait vraiment trop grand. Pour Pinault, c'est trop grand. mais justement, c'est là où il faut savoir imposer ce que vous voulez. C'est ma conviction, c'est mon endurance, c'est ma cohérence, c'est mon sentiment de la nature, c'est mon sentiment de rapport de l'art et de ma vie, et c'est ça que je trouve passionnant chez Charles Bell. Voilà, merci.